On fait un mètre autour du Mireille Robin, sinon on va pas pouvoir bosser. Allez-y, reculez encore un peu. Mais attends, personne ne pousse, ne poussez plus. Attendez. Attendez, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Surtout, et surtout, merci d'être venus si nombreux et si nombreuses. Nous sommes ensemble pour faire avancer les choses. C'est important. On ne peut plus laisser ce sujet traité comme il l'est aujourd'hui. J'ai honte, c'est indécent, ça nous concerne toutes les femmes et tout le monde, les hommes, les enfants, victimes ne sont pas oubliés. Quand je dis elles, je parle des victimes. Mais enfin, si pour une fois le féminin l'emporte un peu sur le masculin, eh bien ma foi, malheureusement ce n'est pas pour les bonnes raisons, ça veut dire qu'elles sont plus souvent et plus nombreuses en nombre comme victimes. Vous avez vu la pétition, j'imagine, et pour ceux ou celles qui n'ont pas suivi, nous sommes arrivés en 11 jours à plus de 469 000 signatures, ce qui veut dire 40 000 signatures par jour, ce qui veut dire qu'on peut être ensemble, toutes et tous, se prendre la main pour être forts, ensemble et légitimes pour demander des choses au gouvernement, des points très importants, une augmentation significative du budget alloué aux associations qui accompagnent les victimes, la création de centres d'hébergement dans tous les départements, une femme sur 10 est concernée par les violences conjugales. Nous sommes 32 millions de femmes, ce qui veut dire que 3,2 millions de femmes sont en détresse. Ces femmes ont des enfants, donc le nombre est certainement encore plus important. Ça nous touche toutes et tous. Ce sont nos mères, nos filles, nos voisines, nos amis. Nous demandons également la formation des hommes de loi, la police, la gendarmerie, la magistrature. Et nous demandons aussi d'appliquer, parce que la loi existe, l'éviction systématique du violent et le port obligatoire du bracelet électronique. Nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons pas lâcher. Nous n'avons pas le droit de lâcher ces femmes parce que demain, ce sera un ou une de nos proches. Il faut rester. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que nous sommes ensemble. Il faut que ce soit demain, après-demain, les mois qui suivent, les années. Ça prendra du temps, mais je fais confiance au président, à notre gouvernement, pour qu'on avance ensemble grâce à vous. Continuez de signer la pétition. Ne les lâchez pas, comme vous n'aimeriez pas être lâchés si vous étiez en détresse. Faites ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, s'il vous plaît, pour elles. Quant aux victimes, qui sont présentes ici et celles qui nous entendront, qui entendront cette parole, je vous dis fermement, il n'a pas le droit, vous n'y êtes pour rien et nous pouvons vous aider. Entendez ces phrases, vous n'y êtes pour rien, il n'a pas le droit et nous pouvons et nous allons vous aider. On reste soudés, s'il vous plaît. Je rêve que partout, les femmes, les hommes, mais encore une fois, mention pour les femmes, on se tienne toute la main. Prenez-vous la main ensemble, s'il vous plaît. Prenez-vous, vous allez voir comme c'est beau, comme c'est chaud une main, comme ça fait une chaîne, comme ça fait un truc fort, beau. Et si on est comme ça, mais on pourra faire plein de choses ensemble. Plein, on va être fort. Merci, merci, merci.
Muriel, donnez la parole aux femmes de couleur, s'il vous plaît. À toutes les femmes, à 4 millions d'euros et à côté de ça, un financement des associations à 120 000 euros. Peut-être que le contraire eût été plus juste. Et 1 milliard. Gardez cette émotion dans un coin de votre cœur, parce qu'il faudra, à un moment, peut-être, passer la vitesse supérieure, parce que les choses n'avanceront pas comme on voudra. Et il faudra, ce sera notre devoir de toutes et tous descendre dans la rue partout en France. C'est fini! C'est fini! C'est fini! On va prendre la main! C'est fini! Donc je compte sur vous pour être là encore et encore et encore. Merci. La parole aux femmes et aux femmes victimes d'abord. La parole à celles et ceux qui agissent. Vous savez, il y a quelques mois, en Espagne, les femmes sont descendues dans la rue, comme ici aujourd'hui. Elles ont créé un mouvement tellement fort, tellement puissant, que plus personne n'a pu l'ignorer. Le droit des femmes a besoin de moyens supplémentaires. On a besoin de moyens pour la formation des juges, des magistrats, des policiers. On a besoin de formation aussi pour accompagner les femmes dans ce drame terrible. On a besoin de moyens. À Paris, nous avons 3 centres qui sont aujourd'hui bloqués, 3 centres qui pourraient accueillir, qui sont prêts. Les locaux sont là. Il ne reste plus qu'à signer. On a besoin des moyens de l'État pour avancer. 3 centres qui sont bloqués aujourd'hui et qui pourraient accueillir des femmes avec leurs enfants victimes de violences. C'est de ça dont on a besoin. Il faut être là, présent, le dire, écouter ces témoignages qui sont bouleversants et agir concrètement avec plus de moyens et ne pas relâcher la mobilisation. Merci à Muriel, merci Eva. Merci à celles qui ont porté cette mobilisation, qu'elle ne s'arrête pas. Justice pour les femmes, justice pour les femmes, justice pour les femmes, justice pour les femmes, justice. On écoute Sonia, qui est très bouleversée, qui a besoin de vous dire quelque chose, qui va essayer de vous le dire. Alors on l'écoute attentivement pour la soutenir. J'étais avec un homme violent, pervers, manipulateur, qui m'a violenté physiquement, psychologiquement et sexuellement. J'ai réussi à m'en sortir malgré que la justice n'ait strictement rien fait, malgré les preuves. Et là aujourd'hui, c'est mon petit garçon, presque 7 ans, qui en subit les conséquences. Il a été placé, soi-disant, pour un conflit parental. Malgré les preuves, il a été hospitalisé, il subit de la violence et des agressions sexuelles par son père, donc mon ex-conjoint. Il a été placé dans la famille paternelle. Actuellement, il est placé, je le vois que 2 fois par mois. Malgré toutes les preuves de violence sur lui, d'agressions sexuelles, de violences psychologiques, et des grands-parents paternels et de son père, il n'y a rien qui bouge. Et aujourd'hui, je suis privée de mon petit garçon et il subit toutes les atrocités que j'ai subies moi-même. Et la justice ne fait rien. Et malgré tout, je ne suis pas la seule dans ces cas-là. Le nombre de mamans qui ont vu leurs enfants placés, soit en foyer, soit chez leur boulot, parce qu'elles ont osé porter plainte contre le père de ces
Bon, pour moi, c'est pas évident de m'exprimer parce que j'ai pas l'habitude et puis c'est assez compliqué. Nous, la justice n'a rien fait pour nous. Elle a passé notre temps à nous humilier pendant les procès. On a été bafoués, on a été humiliés, notre parole a été remise en doute dans tous les divers procès. Pour nous, ça a été très difficile. Et je sais qu'il faut faire vraiment, comme dit ma mère, il faut que ça s'arrête. Il faut que la justice change, il faut que les mentalités changent, il faut que les lois changent et qu'il y ait des aides apportées aux femmes violentées et également aux enfants, parce que moi je suis une enfant de violence conjugale. J'ai vécu ça toute ma vie et ça m'a suivi toute ma vie d'adulte. Ça me suit encore et c'est très dur à vivre. Merci à tous d'être venus et je vous embrasse tous. Merci. Bonjour. J'ai été victime. Très fort. J'ai été victime pendant plusieurs années de mon père qui m'a violée. La solution que j'ai trouvée en attendant de pouvoir dire quelque chose qui ressemble à la vérité que je vivais de cette humiliation, ça a été le silence. Donc, ce qu'il faut essayer de faire avant tout, c'est d'écouter le silence de quelqu'un qui est déshonoré parce que le viol, parce que l'inceste, avant tout, c'est le fait de quelqu'un qui cherche à vous déshonorer. Or, l'honneur d'une femme, ça existe aussi. L'honneur d'un enfant, ça existe aussi. Il n'y a pas que les hommes qui se battent pour leur honneur. Il y a les femmes aussi. Et il faut se battre pour les enfants, pour l'honneur des enfants. Et il faut comprendre qu'un père qui viole sa fille, un homme qui viole une femme, ce n'est pas parce qu'il a des pulsions sexuelles, c'est parce qu'il cherche à déshonorer cette femme ou cet enfant. Oui, c'est vrai. Et cet enfant se tait. Et si cet enfant se tait, c'est parce qu'il attend de récupérer un peu de son honneur pour pouvoir ouvrir la bouche et parler. Bravo, bravo. La pétition, c'est sur change.org/sauvons-les. Merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, de femmes, et c'est bouleversant, c'est émouvant, et bien sûr, je voudrais qu'on soit encore plus nombreux. On est tous, toutes concernées, tous, toutes. Donc on est bien par rapport aux autres manifestations qu'il y a eu sur le sujet. Je crois que c'est beaucoup plus nombreux. Donc évidemment, je me réjouis, mais mon Dieu, quand on entend les témoignages, il suffit de se mettre 2 secondes, de s'arrêter, d'imaginer la vie de ces femmes, hommes et enfants. On est obligé de leur tendre la main, donc il va vraiment falloir donner de l'argent pour passer la vitesse. Et on ne nous aura pas avec de la petite pommade, un petit 100 000 € là et un petit 2 millions là. C'est pas ça, c'est plus grave que ça. C'est très très grave. C'est de la santé publique, c'est national. C'est pas un petit truc, on va pas nous donner un petit miam-miam comme ça. Là, moi je le prendrais très mal. Maintenant, il faut passer à des mesures sévères. Il y a énormément de douleurs qu'on entend aujourd'hui. De douleurs, de cas, de flics qui n'écoutent pas, de magistrats. Oui, il faut qu'ils comme ils peuvent, les pauvres. Ils sont pas formés, ils sont pas formés. les pauvres qui sont au planton et la gendarmerie, etc. et les autres. Mais c'est tout ce dont nous parlons. Voilà, on est tous là pour ça. On sent que les femmes ont envie de parler. Bah, évidemment, elles ont envie de parler. Évidemment qu'elles ont envie de parler. C'est pas si souvent qu'on a la parole. Enfin, on est au Moyen-Âge, c'est pas possible. Quand je disais à Eva tout à l'heure, quelqu'un qui dit « Moi, alors, j'ai été violée de l'âge... » Mais on est où? On est où?
Alors, on ne va pas pouvoir changer la mentalité des hommes, mais il va falloir qu'on nous aide. On ne peut pas nous laisser comme ça. C'est non-assistance à personne en danger. C'est impossible. C'est une faute grave. Si on ne fait pas ce qu'il faut à la mesure du problème, ce sera une faute grave. Grave. C'est quoi? C'est le point de départ d'une nouvelle grande mobilisation aujourd'hui? J'espère. Une manifestation pour elle et pour d'autres choses. Pour les femmes. Il y a tant à faire. On est zappés. Ça va pas. Donc si on est ensemble et si on arrive à fédérer, plus on sera nombreux, eh ben oui, on aura la parole. Il y a bien un porte-parole du gouvernement. Pourquoi il n'y aurait pas un porte-parole du peuple qui dirait, ben voilà, mais si on est 468 000, c'est formidable, mais si on est 6 millions, si on est 12 millions, si on est 20 millions et qu'on dit, ah non, ben nous, ça ne nous va pas. Ah, ils ne sont pas contents. Vous le savez, on le sait parce qu'on le sait, on est tous liés. Et on peut avec les réseaux sociaux, on a une force incroyable, ensemble, tranquillement. Il n'y a pas à s'énerver, il y a juste à dire, bah, on est là, la force, la grosse vague qui avance. Pas de vague, de tsunami, la grosse vague qui avance et qui n'arrêtera pas d'avancer. Grosse vague. Donc c'est entre les mains de tous. Je rêve de ça, moi. Je ne rêve que de ça. Quel est le message que vous avez envie d'envoyer au gouvernement aujourd'hui? Mais je le redis, je dis, c'est grave. C'est très grave, c'est un problème national. C'est vraiment de l'ordre de la santé publique. Ça concerne beaucoup de femmes. 1 sur 10, nous sommes 32 millions, donc 3 millions de femmes, avec des enfants, des hommes aussi, des victimes. Et tout ça, c'est des générations de gens fracassés psychologiquement. Ce sont des vrais bugs qu'il y a dans le cerveau, des vrais chocs psychotraumatiques qui font des vrais dégâts, qui empêchent le discernement. Il faut aider ces femmes, il faut qu'elles soient reçues par des personnes spécialisées. Il faut les traiter comme si c'était votre fille, Monsieur le Président, ou votre fils. Il faut faire ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Il faut traiter ça. C'est pas possible. Sinon, on aura un pays avec 150 cadavres par an qu'on peut sauver, qu'on peut aider. C'est plus possible la condition de la femme. Et on n'inclut pas les femmes violées, etc. On a du boulot. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit ensemble, très nombreux, pour être là, présents pour ce problème et peut-être pour d'autres à venir. On avait l'impression que les choses avançaient beaucoup ces derniers temps. Pardon ? On avait l'impression que les choses avançaient beaucoup ces derniers temps et finalement c'est pas assez, on parle pas assez du problème, il n'y a pas assez de moyens, c'est ça ? Il faut 1 milliard. Les choses, moi je suis très contente. Je n'aime pas la critique pour la critique, que Marlène Schiappa donne 100 000 € pour le 39-19. Mais les associations, elles tournent avec 25 millions, il leur faudrait 50 millions. 100 000 €, c'est presque se moquer. Je suis désolée, Marlène, c'est se moquer de nous, quoi. Et on met 3 millions pour de la pub, pour dire aux personnes d'aller parler. Mais moi, je l'aime pas, cette décision. Leur dire d'aller parler, on va donc savoir qu'elles sont plus nombreuses, mais elles seront reçues comment? Elles seront traitées comment? Ça va faire qu'elle va être encore plus nombreuse. Mettons d'abord en place un système qui fasse que le problème soit traité. Donc effectivement, il aurait mieux mettre les 3 millions sur les associations et 100 000 sur la télé. Ça donne de la force aux propos. Et sur la pétition, il faut continuer, change.org/sauvons-les. Il faut être nombreux pour être incontournable. Merci. Moi, quand Marlène Schiappa dit qu'il faut aller parler, etc., qu'il y a 3 millions d'euros de spots pour dire ça, ben on saura qu'elles sont plus nombreuses, mais on les traite comment? C'est tout ce dont on parle. C'est tout ce dont on parle. Je n'ai pas la solution. Et c'est là où il faut prendre toutes les mesures pour que, effectivement, la femme qui va porter plainte, c'est fini, elle est prise en charge. Il ne peut plus rien lui arriver. Voilà. C'est pas elle la coupable, c'est l'homme violent. Muriel ? Si un système est mis en place et que ça se sait et que cette femme sait qu'elle sera prise en charge et qu'elle n'aura pas peur et que le cauchemar s'arrêtera pour elle, elle parlera davantage. Mais aujourd'hui, elle sait qu'on va la renvoyer chez elle. On va lui dire, madame, on ne va pas ouvrir une main courante pour ça, etc. Elle va retourner chez elle. Le conjoint va savoir qu'il a fait ça. Il y a des représailles. Donc, c'est tout ce dont on parle. Madame Robin, sur l'absence de Marlène Schiappa. Pardon ? On va partir par derrière. Elle devait venir, elle a peut-être eu quelque chose de plus important. On est
Je veux pas. Je la verrai. Alors, on va pas s'arrêter à des petits détails. C'est plus grave que ça, malheureusement. Très surprise, bouleversée par le nombre de présentes. Et, on ne sera jamais assez nombreux, mais c'est déjà magnifique. Et voilà, la parole a été donnée à des victimes. Je pense que ça dit tout. Voilà, ça dit que ça nous touche toutes et tous. C'est pas un autre à qui ça arrive, qui est loin, qui est ailleurs, qui est dans une autre planète. C'est là, tout près de chez nous. Et voilà, c'est peut-être une amie, une voisine. Demain vos filles, hier nos mères. On est obligé de se tenir la main là et d'être pour ce combat-là. Il y aura peut-être d'autres combats, donc il faut qu'on s'unisse tous et toutes, et qu'on soit une force tranquille, mais pleine, ronde, forte, et qui fasse qu'on dise ça, non, stop, stop. Et si on n'est pas entendu, on sera ensemble pour trouver les idées, pour faire en sorte que les choses bougent. Et il ne faudra pas que ça prenne 10 ans, parce que ça fera 1500 morts. Et là, personne ne sera content. Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez? Mais enfin, c'est pas traité. C'est juste pas traité. Il y a 2 centres ouverts, 2 centres d'hébergement ouverts la nuit en France. 3 si je me trompe. C'est juste pas traité. Marlène Schiappa, elle donne 100 000 € pour le 39-19. J'aime pas dire merci, mais est-ce que c'est pas d'indécence qui continue? Enfin, les associations, elles tournent avec 25 millions. Il faut 25 millions de plus, 100 000 €. Ce coup-ci, on ne va pas nous avoir avec de la pommade, avec des petits rikiki, avec des joujoux, des petits yo-yo, et là, tac-tac, et puis ça va les calme. Non, non, moi je ne vais pas me calmer. Et je pense qu'on va personne, tous là, la pétition, les 500 000, on sera peut-être dans 15 jours 1 million. On ne va pas se calmer, on ne va pas calmer le truc qu'on a dans le cœur. Le cœur, de porter ces 150 cadavres par an, il y a des enfants là-dedans. Enfin, il s'agit d'assistance à personne en danger. Donc il va falloir passer la grande vitesse pour un grand sujet national. Un grand sujet national, et c'est du domaine de la santé publique. Concrètement, une augmentation significative du budget alloué aux associations qui accompagnent les victimes, la formation des gens de loi, gendarmes, police, magistrature. Et aujourd'hui des lois. Il y a la loi de l'éviction systématique du violent, elle est passée. Elle a été appliquée dans 12% des camps, entre 2006 et 2013. C'est pas possible, ça veut dire qu'ils ne savent pas, les magistrats, que la loi existe. Enfin, au bout d'un moment, c'est humiliant. On se fout de nous, quoi. On se moque de nous. Donc l'autre mesure, c'est effectivement cette éviction systématique et l'éloignement et le port obligatoire du bracelet électronique, et enfin la création de centres d'hébergement. J'ai reçu plein de messages, chaque signature il y a un message qui va avec des femmes qui sont dans un état de danger, de peur, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, seules ou avec des enfants. Je suis chez une amie, je ne sais pas où elle est, il sait où je suis, il va arriver, mais je ne peux pas rester tout le temps chez mon ami, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais peut-être mourir. Enfin, c'est un truc, c'est la guerre. C'est une sorte de guerre comme ça, souterraine, enfin qui se passe chez les gens, où il y a quand même beaucoup de morts, hein, c'est beaucoup, 150 par an. Donc il faut des centres d'hébergement, il en faut. Une femme sur 10 est concernée par les violences conjugales. Ça fait du monde, nous sommes 32 millions, ça fait 3 millions de femmes, plus les enfants, etc. Ça nous touche tous. C'est du domaine de la santé publique. Donc il faut 1 milliard. C'est pas 800, c'est pas 100, c'est pas 1,2 milliard, vous voyez, c'est un truc bien net, tac, 1 milliard. Paf. Voilà. Merci. Merci. Allez, s'il vous plaît, reculez maintenant, laissez-nous sortir. Bravo. Merci. Attention. C'est un taxi. Au café ? Non, mais t'as rien fait là. Il y a des gens qui prennent un photo qui filment. T'as rien fait. Pourquoi vous êtes aujourd'hui présente à Paris devant le palais? C'est le combat d'une vie, on ne croit pas que ça peut nous arriver. Et malheureusement, un jour, tout éclate.
Donc moi, j'ai pas été victime de violence physique, mais de la violence psychologique principalement, qui a terminé par de la violence physique, effectivement quand même. Et aujourd'hui, je me bats pour mes enfants, je me bats pour moi. Je me bats pour mes enfants parce que la conséquence post-séparation, c'est l'aliénation parentale. Et aujourd'hui, je vois plus mon fils de 10 ans parce qu'il a complètement pris le parti de son père. Et aujourd'hui, du coup, je me bats pour ça, pour condamner l'aliénation parentale et pour surtout obtenir, comme au Canada, la garde de mes enfants qui, d'office, en cas de séparation suite à des violences conjugales, on donne la garde à la mère et on protège les enfants. Voilà, tout simplement. J'imagine que vous avez été ému par les différents témoignages et la prise de conscience qu'il y a au niveau de la violence faite aux femmes ces derniers mois. Bien sûr, ému, oui, et on profite. Pour nous, c'est quand une personne médiatique peut nous aider à nous faire entendre, c'est la meilleure des communications possibles. Et donc on profite vraiment de ça, d'histoires d'autres qui malheureusement effectivement ne sont peut-être plus là pour en parler et qui sont là pour en parler, pour justement militer et voilà, et nous battre, quoi. Donc un grand merci à Muriel Robin, si elle peut nous aider à nous faire entendre et à faire réagir la justice, qu'elle est un peu plus moins frileuse, hein, plus de cran. Voilà, vraiment merci. Si c'est pas trop indiscret, revenir sur votre histoire personnelle, pourquoi vous êtes là, si vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours personnel. Ça après c'est toujours un peu plus compliqué de parler de soi. Moi effectivement j'avais quelqu'un en face de moi qui était pervers narcissique, donc qui m'a isolée. De toute façon le process il est toujours le même hein, pour toutes les victimes de violences conjugales. La période lune de miel où le monsieur se montre sous son meilleur jour, nous dit ce qu'on a envie d'entendre, nous fait beaucoup parler pour effectivement voir un petit peu nos points faibles et puis surtout notre parcours, nos malheurs, tout ça. Et du coup, il se sert de tout ça pour mieux représenter l'homme idéal. Et après, on tombe dedans, hein, l'étau se resserre, la cage dorée se forme et puis c'est l'emprisonnement, le mariage, les enfants, la maison pour nous rendre le départ impossible. Et après, au bout de tant d'années, on prend sur nous, on perd confiance, il nous empoisonne et voilà. Après, ça explose. On veut retrouver notre liberté. Hein, quand on enferme quelqu'un, le seul truc qu'on recherche, c'est d'en sortir de notre cage et de retrouver notre liberté. Donc voilà, ça se finit souvent en violence au moment de la séparation, justement. Et combien de femmes ne s'en sortent pas et sont tuées parce qu'elles émettent juste le désir de retrouver leur liberté. Donc voilà. En gros, mon histoire personnelle, c'est un peu comme celle de beaucoup de femmes. Qui vivent la même chose, voilà. C'est un processus qui a mis longtemps chez vous. Vous parlez de cette cage dorée, de cet emprisonnement. Ça prend du temps quand même. Ça prend du temps. Oui, c'est un processus qui prend du temps. Faut qu'on prenne confiance parce que généralement on est toujours très petit peu douteuse hein, quand on sort de relations qui ne sont pas forcément bien passées, on a du mal à avoir confiance. Donc oui, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. C'est pas tout de suite qu'on tombe dans le panneau. En fait, il se fait démasquer au bout de quelques années. Il y a toujours des petites choses qui nous disent ça c'est pas normal et tout, mais on se dit mais il est trop bien et puis il paraît tellement bien à l'extérieur parce que ça, leur aspect à l'extérieur, c'est juste ça qui nous pose problème aussi, puisqu'on se dit que c'est nous le problème en fait. C'est pas eux, c'est nous en fait. Vous parlez de l'aspect extérieur, c'est-à-dire qu'ils trompent entre guillemets par l'attitude les proches, vos proches notamment. Bien sûr. Hein, ils font le filtre déjà dans les proches. Hein. Ils voient ceux qui auraient plutôt qui pourraient être un danger pour nous de nous ramener à la raison, et puis ceux qui ne sont pas un danger. Et là, par contre, c'est la grande séduction. Hein. C'est le gendre idéal, l'ami idéal, le beau-frère idéal. Et voilà, après, effectivement, les gens nous disent « mais t'es sûr, il t'a fait ça ?» Parce que franchement, il est tellement parfait à l'extérieur, il est tellement agréable, il rend service, tout ça, c'est bizarre. Bah ouais, mais les gens ont du mal à nous croire. Et puis comme nous, ils nous puisent toute notre confiance en nous et tout ça, qu'on se dit que c'est peut-être nous le problème en fait. Et quel a été le point de bascule dans votre relation et la prise de conscience de votre côté et de la part de vos proches ? On va dire qu'un événement personnel a fait en sorte que voilà, la situation éclate. Et un événement qui a donné lieu à des violences et qui a engendré mon départ.
tout simplement. Et aujourd'hui, vous parliez des enfants. Comment est la situation familiale? Et comme je vous disais, en fait, mon fils aîné, j'ai 2 garçons. Mon fils aîné de 10 ans a complètement pris le parti de son père, puisqu'ils ont l'art et la manière de se poser en parfaite victime. Et donc, mon fils aîné, je ne le vois plus. Il ne me parle plus, il me traite de pute aujourd'hui, il n'a que 10 ans. Et je me bats pour faire reconnaître l'aliénation parentale et la punir. Parce que pour moi, c'est rien de tel. Aujourd'hui, il grandit sans sa mère et je grandis sans lui. Et je trouve ça d'une injustice, mais intolérable. Si vous aviez un message aujourd'hui au gouvernement et à Marlène Schiappa qui est chargée de ces questions d'égalité entre les femmes et les hommes? Que la justice ait le cran, vraiment, parce que je trouve que la justice est très très frileuse. Elle n'ose pas prendre les bonnes décisions, elle n'ose pas séparer les fratries et il faut, puisqu'effectivement il y a des victimes collatérales qui sont les enfants et ça c'est inadmissible qu'on laisse. Pour moi aujourd'hui clairement, mes enfants sont en non-assistance à personne en danger, à enfants en danger, et je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas me battre contre la justice française, mais c'est juste révoltant de ne pas tout de suite avoir protégé mes enfants de cette personne violente, puisqu'il faut savoir qu'un homme qui est violent avec sa femme sera forcément violent avec ses enfants. Et ça, je trouve ça scandaleux, qu'il n'y ait pas de disposition au niveau des lois qui soient mises en place à ce niveau-là. Vous parliez de vos enfants, de votre fils aîné qui a pris le parti de son père. Vos proches aujourd'hui sont de votre côté, j'imagine? Bien sûr, ils sont de mon côté. Il faut savoir que le processus de l'aliénation parentale, il se met en place très progressivement, mais très rapidement. Moi, du jour au lendemain, ma famille, ça a été les méchants, et sa famille, ça a été les bons. Et donc, voilà, mon fils, quoi qu'intérêt, quoi qu'amour qu'il puisse porter à sa mère, pour lui est une trahison envers son père. Donc, c'est tellement plus facile, du coup, de rester avec son papa et de plus vouloir voir sa maman. On reste une personne à part entière, il ne faut pas l'oublier. Je suis là aujourd'hui parce que pour soutenir les femmes, et évidemment le fond de ce que disait Muriel Robin tout à l'heure, bon, il n'y a pas que elle, mais je suis là aussi parce que je me sens complètement concernée, parce que j'ai été victime de violences conjugales pendant plusieurs années, et aussi de toute façon parce que c'est quelque chose pour laquelle il faut lutter, et pour soutenir les femmes qui sont encore battues, parce que moi j'en suis sortie, mais il y a encore énormément de femmes et d'hommes d'ailleurs qui sont victimes de violences conjugales, entre autres. Mais donc voilà, donc je suis ici. Et votre histoire personnelle, justement, parce que vous en êtes sortie. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous voulez dire mon déclic? Alors mon petit déclic, j'étais en Espagne et j'ai tellement raconté si vous voulez pour le coup. Donc j'étais en Espagne et donc il y a eu une énième dispute, une parmi tant d'autres. Mon fils, j'étais en train de coucher mon fils de 5 ans, qui a 5 ans maintenant, donc il avait 3 et demi à l'époque. Et puis parce que j'avais osé parler en fait à un Espagnol, on parlait de cinéma parce que je suis cinéphile et on parlait de ça, et j'ai osé m'adresser à un homme qui avait sa copine d'ailleurs à côté de lui et rigoler avec cette personne. Et j'en ai entendu parler pendant tout le chemin du retour. Évidemment, il y a eu plein d'insultes que je ne citerai pas parce que c'est pas poli. Plein d'insultes et donc ça allait en crescendo comme toujours. Ça a continué avec des coups, strangulations, des menaces de mort et autres. Et en fait, comme beaucoup de fois, une fois que mon fils était couché et que du coup le monsieur était un petit peu mis à l'écart, j'ai eu une envie suicidaire. Donc je suis allée dans la cuisine et j'ai pris un couteau et j'ai commencé à me le planter en fait à ce niveau-là. Et j'ai encore une petite trace d'ailleurs. Et après je me suis dit, mais Lauriane, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a ton fils qui est à côté, il a besoin de toi, si tu n'es pas là, comment il va faire? Et pile poil à ce moment-là où j'allais tout lâcher et reprendre mes esprits, en fait, monsieur est arrivé et il m'a prise, il m'a collée contre le mur, il m'a donné des baffes, soi-disant pour me calmer. Il m'a claqué,
Il a toujours réussi à claquer sans que ça fasse trop de traces, en tout cas pas ce jour-là. Il a appelé en même temps la police, il y a eu strangulation, des menaces de mort encore une fois, etc. Il a appelé la police espagnole en disant oui, venez à tel endroit, à telle adresse, ma femme est dans la cuisine avec une arme blanche et elle me menace de mort, lui. Voilà, comme quoi moi j'allais le tuer. Et quand les policiers sont arrivés, donc forcément j'étais dans un état d'hystérie, c'est-à-dire d'hystérie, je ne sais même pas le bon terme, je sais pas trop comment m'exprimer, mais je pleurais de tous les côtés, j'arrivais plus à respirer, etc. Donc forcément, je passais pour hystérique, vous voyez. Et monsieur est parti avec sa petite guitare, et puis il a dit, je vais à l'hôtel. Bon courage avec elle, c'est une folle. Et il est parti. Et c'était mon déclic parce que moi, j'ai jamais osé le dénoncer, j'ai jamais osé j'ai jamais porté plainte, j'ai jamais osé parler mal de lui, encore moins appeler la police. Et lui, il a fait tout ça en plus en disant que moi, je voulais le tuer. Il a inversé les rôles et ça a été une rupture terrible. Alors, je l'ai mis, une fois rentré en France, je l'ai mis une première fois à la porte. Il est revenu parce qu'il y a eu lune de miel, etc. Mais je l'ai mis une deuxième fois à la porte et c'était la bonne cette fois-ci. Et même encore maintenant, il essaye d'avoir une certaine emprise psychologique, en tout cas un contrôle sur ce que je fais, avec qui je suis. Mais il le fait de manière très subtile, évidemment. Et il a encore les droits sur mon fils, ce qui fait que, en ce moment même, il est avec lui. Et quand je lui ai demandé s'il était avec mon fils, s'il pouvait être avec mon fils aujourd'hui, parce que c'était la semaine qui lui correspondait, il m'a dit oui, mais t'es où? T'es au travail? C'est où ton travail? C'est quoi ton travail? De quoi? Comment? Pourquoi? Et voilà, c'est le message auquel je ne dois plus répondre, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu extrapolé, mais... C'est très bien, vous disiez que c'était quelque chose d'habituel puisque ce n'était pas la première fois. C'était pas une seule fois, non, c'était plein de fois. C'était sur un peu moins de 7 ans avec lui, en vie commune. Ça a été au moins 4 ans et demi de violence conjugale quasiment quotidienne, en tout cas hebdomadaire sûre, sachant que les insultes étaient quotidiennes et la violence psychologique dont on ne parle pas assez souvent et qui n'est pas assez reconnue, elle était évidemment quotidienne. Voilà. Vous parlez des traces physiques que vous avez, il y a encore des traces psychologiques surtout, j'imagine. Évidemment qu'il y a des traces psychologiques, je pense, pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des séquelles. Par exemple, maintenant j'ai retrouvé quelqu'un de bien, par contre, ça change, je vous assure. C'est très bien, mais par exemple, la dernière fois, je faisais ma petite vaisselle et en fait, il est venu me prendre par derrière dans les bras, et juste pour me faire un câlin. Et en fait, j'ai sursauté, j'ai cassé ma vaisselle parce que j'ai eu peur, j'ai pris peur, parce que d'habitude, c'était pas pour me faire un câlin qu'on venait derrière, c'était pour me faire des réflexions, pour me coller contre le mur, me pousser. Même la nuit, j'ai des terreurs nocturnes comme les enfants. Voilà, et puis il y a mon fils aussi qui du coup a ses séquelles aussi et qui voit encore son père et qui est très conscient parce qu'il a été témoin de beaucoup de choses, notamment de violences, de toutes les violences possibles que le papa a pu avoir du coup sur moi. Mon fils a aussi été victime, mais ça je ne peux pas le prouver. Il y avait ce qu'il appelait la chuleta en espagnol, c'est-à-dire qu'on tirait les cheveux d'ici. Essayez, ça fait mal. Quand mon fils faisait une bêtise, il le tirait, il le levait du sol comme ça, il m'obligeait à le faire aussi. En me disant que c'était la seule méthode et que comme au Pérou ça se faisait comme ça, fallait que je fasse pareil parce qu'en France on ne sait pas faire, que ma culture on était des moins que rien, etc. Enfin, du rabais tout le temps. Il l'obligeait à manger en moins d'un quart d'heure. Voilà. Et après, maintenant, en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand mon fils est avec lui, il a tous les cadeaux possibles. Bizarrement, il a trouvé un travail, d'ailleurs. J'ai appris ça. Bizarrement, il a plein d'argent d'un coup. Et, alors qu'il m'obligeait à avoir du coup les aides de la CAF, à lui en faire profiter, etc. C'est moi qui payais tout, qui faisais tout. Et voilà. Votre fils arrive encore à voir son père sans avoir peur auparavant, sans en parler Je pense qu'il en a peur. Après, maintenant, comme son père fait absolument tout ce qu'il veut et que c'est devenu le roi du monde, si vous voulez, il n'en parle pas comme ça, mais il sait que son père a fait des choses de mal parce qu'il me le dit, et pas tous les soirs, mais quand il a des moments de crise, des cauchemars, il me parle beaucoup de son père et de ce qu'il a pu nous faire et surtout me faire.
Mais en fait, c'est nous. Quand c'est moi, c'est nous, forcément. Mais voilà, il a dit mon père me manque, j'aurais tellement voulu que vous restiez ensemble, mais qu'il soit gentil avec toi. Et c'est surtout cette fin-là. Et ça, c'est difficile en tant que maman, je trouve. Ce rassemblement aujourd'hui, vous en pensez quoi? C'est une bonne chose, j'imagine? Mais évidemment que c'est une bonne chose. À chaque fois qu'on fait un rassemblement pour des violences faites aux femmes, dans ce cas-là, violence conjugale, à chaque fois qu'on fait un sujet à la télé sur ce sujet, à chaque fois qu'on en parle à la radio, à chaque fois qu'on en parle à l'apéro, c'est une bonne chose, évidemment. Comment on explique que ce sujet revient de plus en plus dans les médias, etc., qu'on en parle de plus en plus? Alors déjà, c'est quelque chose qui a toujours existé, malheureusement, depuis des milliers d'années. Ce qui s'est passé, c'est, je pense, qu'il y a un énorme ras-le-bol qui grandit depuis des dizaines et voire des centaines d'années. Et à chaque fois qu'on en a marre, on gagne un peu du terrain, on gagne une voix. La voix des femmes est de plus en plus respectée. Elle n'est pas encore totalement légitimisée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin et empêcher les violences faites aux femmes? Oh là là, mais c'est... Ça, alors... Déjà, il faut les reconnaître. C'est-à-dire que les chiffres, ils existent. Il faut montrer que cette inégalité, ces violences, elles existent. C'est le premier pas, reconnaître qu'on a besoin de ce combat, qu'on a besoin du féminisme. La deuxième chose, c'est aller comprendre à quel point c'est ancré dans notre société. C'est très complexe. Ça se retrouve à plein de couches. Moi, ça fait plusieurs années que je lis sur le sujet. Tous les jours, je découvre encore. C'est hyper intéressant d'un point de vue sociologique, d'un point de vue psychologique. C'est des mécanismes. Il faut les comprendre. Il faut en parler. Donc ça veut dire, moi, j'aimerais voir à la télé des débats sur le féminisme, sur le sexisme, comprendre, aller parler, que ce soit la virilité des petits garçons, que ce soit la pression des petites filles à la beauté, que ce soit la représentation dans les publicités, que ce soit tout un tas de choses. En fait, les sujets sont tellement vastes. Après, pour moi, il y a une prise de conscience qui est très importante. Et à la suite de ça, évidemment, il faut débloquer des moyens. Il faut surtout avoir une tolérance zéro envers le sexisme et surtout l'impunité. L'impunité, mais il faut en finir avec l'impunité, il faut en finir avec la solidarité avec ces agresseurs, ces harceleurs. Ce genre de rassemblement et le fait que votre histoire était largement médiatisée, est-ce que c'est une bonne chose? Ça permet de faire avancer les choses? Et évidemment. À chaque fois qu'on en parle, ça fait avancer les choses. Mais il faut aussi donner des solutions. Et pour ça, il faut donner de la visibilité à toutes les personnes qui sont expertes en la matière. Évidemment que c'est un pas en avant, mais après, quand on écoute, je ne sais pas si vous avez écouté les témoignages des femmes, mais c'est terrible, c'est terrible. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on a une justice patriarcale. Les lois, elles sont pas assez bien faites. Même moi, j'ai été harcelée sexuellement avant de me faire frapper et ça n'a pas été retenu. Il en faut plus pour eux. Il en faut plus. On est censé supporter plus, on est censé accepter. Et puis même quand on va au commissariat pour une plainte de viol, on se la voit refuser. Ils attendent quoi? Qu'on soit morte? Et même quand on est morte, on ne nous dit pas qu'on a été tuée parce qu'on était une femme. On nous dit un crime passionnel, une dispute qui tourne mal. Mais il faut mettre les mots, les vrais mots. Il y avait beaucoup de monde qui était là aujourd'hui. Ce que je déplore malheureusement, c'est... Si vous allez écouter les femmes, il n'y a que des femmes en fait devant. Il n'y a que des femmes. Et il n'y a pas d'hommes en costume, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de juges en civil. Il n'y a pas d'hommes en fait, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça concerne tout le monde. Il faut être optimiste, il faut continuer à se battre. Parce que le moment où on perd l'espoir, c'est fini, quoi. Et puis attendez, je peux pas me permettre de dire que je suis pas optimiste. Il y a plein de femmes qui n'ont pas la chance d'avoir la voix que j'ai. Il y a plein de femmes qui souffrent en silence. Il y a plein de femmes qui n'ont personne pour les aider, évidemment, on n'abandonne pas. On va continuer à se battre jusqu'au bout.